Je vais vous parler d'antithrombotiques, ou plutôt de l'avenir des antithrombotiques, c'est-à-dire des stratégies qui sont actuellement en développement. Alors, pourquoi un intérêt pour les antithrombotiques? Eh bien, parce que si on regarde l'épidémiologie de la thrombose, donc que ce soit les thromboses qui concernent le territoire veineux, avec les maladies thromboemboliques veineuses, représentées par les thromboses veineuses profondes, l'embolie pulmonaire, ou les thromboses artérielles, avec accident coronaire et AVC, eh bien, tout confondu, cela représente un décès sur 4 dans le monde, sur des données épidémiaux qui sont assez récentes. Donc, la thrombose constitue un problème de santé majeur. Donc la prise en charge de la thrombose, ça va être bien évidemment de traiter par prise en charge thérapeutique par un antithrombotique, donc qui va être mis en 2 temps, dans un but curatif, dans un premier temps, et puis en prophylaxie, dans des cas de prophylaxie. Donc la prophylaxie, ça peut être une prophylaxie à court terme, mais ça peut être chez certains patients qui ont des facteurs de risque, des prophylaxies qui sont à assez long terme, et donc l'enjeu du traitement antithrombotique est majeur. Alors, quelles sont en 2017 les molécules d'antithrombotiques dont on dispose? Alors, le calio est formé, vous le savez bien évidemment, essentiellement de plaquettes et puis d'un réseau de fibrine en fait qui est issu de la coagulation et qui va solidifier en fait ce clou plaquettaire. Donc, les thérapeutiques ont été découlent bien évidemment de cette constitution. Donc, on va avoir des antiplaquettaires qui vont inhiber les plaquettes et puis des anticoagulants qui vont inhiber ce processus de coagulation. Alors dans les anticoagulants, on va en parler là un petit peu après. On va les présenter dans 2 catégories. Donc ce sont les anticoagulants qui sont administrables par voie parentérale, avec en tête de file les héparines non fractionnées ou HBPM, les Orgaran, l'Arixtra ou encore l'Argatroban qui a une activité anti-2. Et puis les anticoagulants qui sont administrables par voie orale. Donc là, pendant des années, en fait, on a disposé seulement des molécules anti-vitamine K. Et puis, très récemment, ont été mis sur le marché, donc, ce que vous connaissez, les AOD, en fait, donc les anticoagulants oraux directs. Alors, quels sont les inconvénients des anticoagulants aujourd'hui? L'inconvénient majeur, c'est, en fait, tous ces anticoagulants, ils ont une action sur des facteurs de la coagulation qui ont un rôle hémostatique majeur. Donc si on reprend les héparines ou les AOD, on va avoir des actions sur une activité qui va être anti-2, anti-10. Si on prend les AVK sur les facteurs vitamine K dépendants, avec donc le 2, le 7, le 9 et le 10. Donc en fait, on va avoir un potentiel antithrombotique qui est intéressant et qui est important. Et on va avoir un risque, mais par contre on va avoir un risque hémorragique qui est aussi important. Et ça on le voit, on le connaissait avec les antivitamines K, et puis on le revoit avec les AOD, où là on va encore observer des hémorragies, 2 à 3% par an pour les patients qui sont traités pour une fibrillation auriculaire, et puis dans 0,3 à 0,5% des cas d'hémorragie intracérébrale. Alors, les industriels, tout le monde se concentre pour aller vers l'anticoagulant idéal. Alors quel serait l'anticoagulant idéal? Ce serait un anticoagulant dont la voie d'administration serait peu invasive pour le confort du patient, qui n'aurait pas de surveillance. Donc c'est là-dessus qu'ont été développés et mis sur le marché avec un argument commercial les AOD, pour lesquels on disposerait d'une antidote, parce que les patients sous anticoagulants peuvent très bien avoir des accidents hémorragiques ou des chirurgies urgentes, et donc il va falloir réverser l'effet de l'anticoagulant. Et puis surtout un bénéfice-risque important, ça veut dire un risque hémorragique faible. Alors comment peut-on diminuer le risque hémorragique et garder l'efficacité antithrombotique? Alors, les équipes se penchent du coup un petit peu plus sur la coagulation, donc je vais parler un petit peu de physiologie rapidement de la coagulation. On a l'habitude de représenter la coagulation classique avec ses différentes voies d'activation. Donc là, une des premières voies d'activation, en fait, c'est ce qu'on appelle la voie du facteur tissulaire, que vous connaissez sûrement sous le nom de voie extrinsèque.
en fait, où on va activer la coagulation au niveau du facteur tissulaire qui va activer le facteur 7 et puis va en découler une succession de cascades enzymatiques jusqu'à la formation du caillot de fibrine. C'est la voie qui est explorée par le TP. Donc le facteur tissulaire, où est-ce qu'on le trouve? On va le trouver lors d'une brèche vasculaire, dans les tissus extravasculaires. Mais on va aussi le trouver représenté en grande quantité dans des situations pathologiques comme des cellules cancéreuses, des monocytes sur les monocytes, à la surface des monocytes, dans les sepsis ou l'inflammation, dans les plaques athéromateuses. Et donc on va pouvoir déclencher la coagulation de façon pathologique. C'est la voie d'activation qui a été considérée comme majeure in vivo. La seconde voie d'activation dont on parle, c'est la coagulation, la voie du système contact, où là on va activer la coagulation au niveau du système contact, qui va activer le facteur 12, et puis pareil, on va avoir une succession de cascades, de cascades enzymatiques qui vont aboutir à la formation du caillot. Le système contact est activé, ce qu'on sait, par des surfaces polyanioniques, souvent par des surfaces artificielles en fait, comme le verre des tubes de collection, la silice ou le kaolin, ça c'est plutôt côté réactif, ou du matériel, un petit peu des corps étrangers. Et cette activation de la coagulation, elle est majeure in vitro, elle nous sert pour les tests, et son rôle in vivo est quand même beaucoup moins bien connu. Alors ce système contact, il a été délaissé pendant des années, en fait. Pourquoi? Parce que on avait remarqué que les déficits en système contact, donc déficits en facteur 12 ou déficits en autres composants de la phase contact, n'étaient pas associés ou peu associés à des hémorragies. Donc il était peu important et on s'en est peu préoccupé. Donc depuis quelques années, beaucoup d'équipes en fait se concentrent dessus en se disant qu'il est peut-être un peu plus important que ce qu'on pensait. Alors, je vais juste reprendre un petit peu donc le système contact parce que c'est pas forcément quelque chose que l'on connaît bien. Donc en fait, le système contact, on disait, il est activé avec le contact avec une surface polyanionique. Ce qui va se passer dans ce cas-là, c'est que le facteur 12, au contact d'une surface étrangère, d'une surface polyanionique, il va s'activer en 12A. Donc on va avoir un petit peu de facteur 12A généré. Le 12A, lui, va agir sur la précalicréine, qui va se transformer en calicréine. La calicréine, par feedback, va revenir et va activer un peu plus de 12 en 12A. Donc là, on a beaucoup plus de 12A généré. D'un autre côté, la calicréine va aussi agir sur le kininogène, ce qu'on appelle le kininogène de haut point moléculaire, et va dégager une molécule de l'inflammation qui est la bradykinine. Et l'autre partie du 12A, donc c'est ce qui nous intéresse dans l'activation de la coagulation, va agir sur le facteur 11 pour en faire du 11A. Et là, à partir de là, on va avoir une succession de cascades enzymatiques qui va aboutir à la formation du caillot. Le système est régulé par un système inhibiteur, qui est le système du C1 inhibiteur, et qui va inhiber la calicréine et le facteur 12A. Alors, c'est un système que je vous disais qui était assez peu connu. Par contre, on a quelques notions sur le système contact. Ce que l'on sait, c'est que les déficits sévères en 12, chez l'homme ou dans les modèles animaux, en fait, ne sont pas associés à des signes d'hémorragie. Donc il n'y a a priori pas de rôle hémostatique du facteur 12. Même chose sur les autres composants du système contact, c'est qu'on va avoir peu de signes d'hémorragie et pas de rôle hémostatique de la précalicréine ou du kininogène de poids moléculaire. Par contre, je vous disais, la calicréine va dégager une molécule qui est la bradykinine, qui elle a un potentiel inflammatoire assez important, donc on va avoir un rôle dans l'inflammation, rôle du système contact dans l'inflammation qui est assez important. Alors, maintenant qu'on connaît un petit peu plus le système d'activation le système contact et son activation in vivo, la question qu'on se pose c'est, est-ce qu'il a un rôle dans la thrombose ? Alors, déjà, comment le système contact est activé in vivo? Alors, in vivo, il y a des études, et comme vous le voyez, ce sont des études qui sont assez récentes, parce que comme on le disait, c'est un système qui a été plutôt délaissé.
Et en fait, ce qui a été mis en évidence dans les études, c'est que plusieurs composants peuvent activer directement le système contact en dehors des surfaces étrangères, comme des surfaces artificielles. Et donc ça va être les acides nucléiques extranucléaires, qui peuvent être largués par des cellules apoptotiques ou des acides nucléiques qui peuvent être à la surface des polynucléaires neutrophiles activés. Des polyphosphates inorganiques, qui sont des chaînes de polyphosphates. Donc les polyphosphates, on va les trouver beaucoup dans les organismes, dans les micro-organismes. Donc ça peut jouer un rôle dans les sepsis. Et puis on va également les trouver à l'intérieur des granules plaquettaires. Donc quand on va avoir une activation des plaquettes, on va avoir un relargage de polyphosphates. Et ces polyphosphates vont pouvoir activer le système contact. Et puis le système peut également être activé par des protéines anormales ou des protéines de surface bactérienne. Donc on peut éventuellement penser qu'on a une activation du système contact dans des situations d'infection, d'inflammation. Alors, quel est le rôle on peut se poser la question du rôle du facteur 11 dans la thrombose chez l'homme. Alors on va regarder les données un petit peu épidémiques que l'on peut trouver. Si l'on regarde donc les déficits sévères en facteur 11, donc chez des patients qui sont déficits sévères en facteur 11, l'incidence de la maladie thromboembolique veineuse semble diminuer par rapport à la population générale. Et on observe la même chose sur les thromboses artérielles avec une diminution des AVC ischémiques. En contrepartie, quand on augmente le facteur 11, l'augmentation, les patients qui ont des taux de facteur 11 augmentés sont associés à un risque de maladie thromboembolique veineuse supérieur et à un risque d'incidence d'AVC ischémique supérieur également. Donc tout ça va dans le même sens. Un déficit protégerait de la thrombose, une augmentation serait associée à un risque thrombotique plus important. Par contre, dans les différentes études, on ne met pas de relation avec l'infarctus du myocarde. Si on regarde la même chose pour le facteur 12, dans la thrombose chez l'homme, alors les patients qui sont déficitaires en facteur 12 ne semblent pas avoir un risque thrombotique qui est diminué. La première observation pour ça, c'est l'observation de l'histoire de M. John Ashman. Donc vous le savez peut-être, le facteur 12, l'autre nom c'est le facteur Ashman, c'est le nom du facteur en fait, qui a été donné par rapport à justement ce patient, qui est le premier patient pour lequel on a découvert un déficit en facteur 12. Eh bien, ce patient, il est décédé d'une embolie pulmonaire. Donc, a priori, les déficits sévères en facteur 12, la première observation, ne protégeraient pas du risque thrombotique. On ne s'est bien sûr pas arrêté à cette observation, c'était juste une anecdote. Donc, il y a eu de nombreuses d'autres études, en fait, qui étudient les potentiels des facteurs de la coagulation et leur implication dans les thromboses veineuses. Et en fait, le facteur 12 ne sort pas comme un facteur associé aux thromboses veineuses et ne sort pas, en ce qui concerne le risque artériel, les études sont plutôt controversées, il n'y a pas vraiment de preuves et des discordances. Donc a priori, on n'a rien qui est associé, les déficits en facteur 12 ne sont pas associés à une incidence augmentée de thrombose. Juste aussi pour une remarque qui va dans le même sens, il y a une maladie qui s'appelle l'angioédème héréditaire qui est due à un déficit en C1 inhibiteur. Donc si vous vous rappelez ce que je vous disais, en fait le C1 inhibiteur régule le système contact. Donc quand il y a un déficit dans ce régulateur, on a un emballement du système contact, un emballement du facteur 12, et dans le système contact, on a donc une libération de bradykinine qui va être plus importante. Et avec cette libération de bradykinine plus importante, un contexte pro-inflammatoire. Bon, chez ces patients, on n'a pas non plus de risque supérieur de thrombose. Alors, devant toutes ces observations épidémiologiques, des équipes se sont dit que peut-être le système contact pouvait être intéressant. Et donc, en fait, ils ont fait des études sur des modèles animaux. Alors, pour les modèles chez la souris, alors dans les modèles de souris qui sont déficientes en facteur 12, donc qui n'ont pas du tout de facteur 12, ces modèles de souris seraient protégés pour les thromboses artérielles et veineuses. Et ça, c'est quelque chose qui, dans la littérature, a été décrit à plusieurs reprises. Même chose pour les souris déficientes en facteur 11, elles résisteraient à la thrombose qui sera induite par des agents chimiques, si on prend des souris qui seront déficientes en facteur 11.
Et puis si on prend des modèles de thrombose chez la souris, ben, même chose, on va avoir des déficits en facteur 12 qui sont associés à une diminution de thrombie artérielle. Donc tout ça va à peu près dans le même sens. Si on prend des modèles de souris pour lesquels on va augmenter les concentrations, donc on va aller dans l'autre sens, on augmente les concentrations en facteur 12, en facteur 11 ou en facteur contact, bah, tout ceci, ça va être associé à l'athérosclérose et donc à des thromboses artérielles. Il y a des tests, des essais qui ont été faits. On voulait activer le système contact in vivo. Donc, ils ont pris des polyphosphates qui sont capables d'activer le système contact. Ils les ont injectés à des souris. Et donc là, on a eu des décès chez l'animal par embolie pulmonaire. Donc, l'activation de système contact serait responsable de pathologies thrombotiques dans les modèles de souris. Ce qui a été remarqué aussi, c'est que les caillots chez ces modèles de souris qui étaient formés étaient plus instables et se fragmenter plus vite, donc il y aurait peut-être une implication des facteurs 11 ou 12 ou du système contact dans la stabilisation du caillot. Il y a des essais, donc ça c'était pour les modèles de souris, les choses sont un petit peu différentes, puis après il y a des modèles qui ont été faits dans d'autres modèles animaux, donc on va regarder un petit peu les autres modèles animaux, parce que les choses sont un peu différentes. Donc dans les modèles, donc chez le lapin, en fait ils ont fait des études en essayant de reproduire les membranes artificielles. Donc là, ça reproduit une circulation extracorporelle. Et en fait, ils ont voulu faire un essai thérapeutique à la place d'utiliser de l'héparine, qui est utilisée dans les circulations extracorporelles, puisqu'il y a un risque thrombotique, en utilisant des anticorps anti-facteur 12. Et là, ce qui a été montré, en fait, c'est qu'il y avait une efficacité identique chez le lapin par rapport à la prévention des caillots dans le circuit. Et même chose en fait sur le matériel. Il y a une autre étude en fait où ils ont essayé de prendre des anticorps sélectifs, soit du facteur 11, soit du facteur 12, et en utilisant soit l'un soit l'autre, même conclusion, ont diminué l'incidence de thrombose sur cathéter chez le lapin. Donc dernier modèle animal, on va prendre des modèles animaux de primates en fait, où là, pareil, il y a des modèles qui reprennent un petit peu les contacts avec des surfaces artificielles, donc modèle de shunt artério-veineux chez le babouin, où là encore, si on utilise un anticorps antifacteur 11, on va observer une diminution du dépôt de plaquettes et de fibrines. Alors, les résultats sont visiblement meilleurs avec les antifacteurs 11 qu'avec les anticorps anti-11 qu'avec les anticorps anti-12. Et puis une autre technologie qui sont les oligonucléotides antisens. Donc ça, ce sont des oligonucléotides qui vont inhiber la synthèse d'une protéine. Donc là, en l'occurrence, le facteur 11. On va remarquer que quand on utilise ces oligonucléotides antisens, on a une réduction de l'incidence de la thrombose chez l'animal, un effet qui apparaît concentration dépendant. Alors, le facteur 11 et le facteur 12 seraient peut-être, vu les résultats sur ces modèles animaux, des cibles potentielles pour le développement d'antithrombotiques. Alors, si on reprend un petit peu les stratégies qui sont développées dans la littérature, qui sont développées essentiellement pour des modèles animaux, on va juste aller un petit peu sur les différentes technologies qui ont été développées. Alors, la première, je vous en ai parlé rapidement, ce sont les oligonucléotides antisens. Donc ce sont des oligonucléotides qui vont se fixer sur l'ARN messager, donc soit du facteur 11, soit du facteur 12, et qui vont bloquer l'ARN messager. Et ceci va donc aboutir à une diminution de synthèse du facteur. Donc le délai d'action, forcément, c'est un délai d'action qui va être lent, entre 2 et 3 semaines, parce qu'il va falloir avoir l'effet de la diminution de synthèse sur des facteurs dont la demi-vie est quand même assez longue. Si on regarde un petit peu la réversibilité, elle est aussi lente, puisque même si on arrête d'injecter les oligonucléotides, il va falloir le temps que le taux de facteur revienne à concentration normale. Par contre, si on se met dans une situation d'urgence, on a une diminution de synthèse. Une situation d'urgence, admettons, où un patient est traité par oligonucléotides, a des taux de facteurs diminués, il doit être opéré ou il saigne, on va pouvoir utiliser des concentrés de facteurs. Ils vont être efficaces.
La deuxième stratégie, ce sont les anticorps monoclonaux inhibiteurs qui vont donc bloquer l'activité du facteur, soit du facteur 11, soit du facteur 12. Là, le délai d'action est assez rapide puisque dès qu'on injecte l'anticorps, on va avoir un effet. Par contre, la réversibilité est assez lente et elle va être fonction de la demi-vie de l'anticorps, bien évidemment. Là, l'utilisation, si on se met en situation d'urgence, l'utilisation d'un concentré de facteur 11 sera impossible puisque l'anticorps étant toujours présent, il sera inefficace. Donc la seule solution, ce sera du bypass. La voie d'administration, là, serait IV ou subcutanée. Une autre stratégie qui a été développée, ce sont des aptamères. Alors les aptamères, ce sont aussi des oligonucléotides, mais là qui ne se fixent pas pour bloquer la synthèse, mais qui ont la propriété d'être assez maniables et de prendre une conformation assez facilement, et donc qui vont plutôt bloquer des sites actifs. Et donc là, en l'occurrence, ce qui est développé, c'est pour le facteur 12 dans la littérature. Le délai d'action est assez rapide et la réversibilité est aussi assez rapide. Dans les modèles développés, c'est une administration sous-cutanée. Puis après, on a donc des inhibiteurs de sites actifs ou des inhibiteurs allostériques. Donc là, on va bloquer l'activité du facteur. C'est une molécule qui va venir se fixer sur le facteur de la coagulation et qui va venir bloquer l'activité. Ces deux derniers seraient éventuellement administrables par voie orale dans les modèles qui sont développés, mais qui restent des modèles en développement et pas encore testés. Alors, la question est de savoir, parce que là on parle beaucoup de modèles animaux, on parle de quelque chose qui paraît abstrait, on parle de souris, de lapins, de primates, etc. Donc, beaucoup de choses qui paraissent un petit peu loin de nous. Où est-ce qu'on en est chez l'homme? Et bien chez l'homme, il y a quand même eu une étude, en fait, avec un oligonucléotide antisens pour le facteur 11. Donc les études, elles sont plutôt intéressantes. Donc si on regarde les résultats de l'étude de phase 1, donc qui était chez les volontaires sains, on avait observé, après injection des oligonucléotides, donc la diminution de synthèse du facteur 11 et du facteur 12, une diminution du facteur 11 antigène et activité qui avait l'air concentration dépendante. Dans l'essai, donc les patients recevaient 3 injections par semaine la première semaine, puis après une seule injection par semaine seulement. La diminution maximale était observée après 3 semaines et sur l'ensemble des volontaires sains, il n'y avait a priori pas de saignement. Cette molécule est donc passée en phase 2 chez les patients où donc ils ont recruté 300 patients qui étaient destinés à une arthroplastie du genou, une chirurgie du genou, et pour lesquels on doit donc normalement avoir une prophylaxie post-chirurgie. Les patients ont été randomisés en 2 groupes. Donc dans le premier groupe avec 2 sous-groupes, ce sont les patients qui vont recevoir l'oligonucléotide. On va les avoir à 2 concentrations. La concentration de 200 mg, 300 mg. Ils vont commencer l'injection d'oligonucléotides 35 jours avant la chirurgie, puisque comme on le disait, il y a un délai d'action qui est assez lent, donc il fallait qu'au moment de la chirurgie, on ait des taux qui soient suffisamment bas pour être efficaces. Et puis, ces patients étaient comparés à un groupe contrôle qui, eux, recevaient un traitement classique avec de l'enoxaparine à 4000 unités jour et qui commençait le premier jour de la chirurgie pendant au minimum 10 jours. Alors, les observations, c'est qu'au moment de la chirurgie, si on regarde le groupe qui a reçu l'oligonucléotide, ils avaient des facteurs 11, des taux de facteur 11 à 38 et 28%, respectivement, pour les doses 200 mg et 300 mg. Donc on est bien dans des diminutions qui sont concentration dépendantes. Contre, pour le groupe enoxaparine, qui n'a absolument aucune raison d'avoir des taux abaissés de facteur 11, 93% de taux de facteur 11. Au 10e jour, plus ou moins un jour, ils ont regardé l'incidence des thromboses veineuses. Alors ça a été regardé pas seulement sur des critères cliniques, mais aussi sur une imagerie pour être justement un petit peu plus objectif. Ce qu'il apparaît, c'est que dans le groupe qui a reçu 200 mg d'oligonucléotides, il y avait une incidence des thromboses veineuses pour 36 patients sur 134, ce qui correspond à 27%.
Pour le groupe qui a reçu 300 mg, une incidence de 3 patients sur 71, soit 4%. Et pour le groupe enoxaparine contrôle, 21 patients sur 69, soit 30%. Donc ils concluent dans leur première étude que le groupe de 100 mg est non inférieur à l'enoxaparine et que 300 mg est même supérieur en efficacité à l'enoxaparine. Pour l'ensemble des patients, on a répertorié les saignements qui sont des saignements qui a priori étaient non majeurs, qui concernaient en fait 3% des patients qui ont reçu de l'oligonucléotide contre 8% pour l'enoxaparine. Là c'était non significatif. Et on a remarqué qu'il y avait moins d'accidents thrombotiques chez les patients dont le facteur 11 était dans les taux les plus bas, donc inférieur à 20%. Donc, il y a vraiment diminué le facteur 11. Et on voit que chez les patients qui ont un facteur 11 qui est inférieur à 20%, on a une incidence d'accidents thrombotiques de 4,8% versus 25% chez des patients qui ont des taux de facteur 11 un peu plus élevés, supérieurs à 20%. A priori, les thrombies étaient de taille inférieure à ceux qu'on pouvait observer pour l'enoxaparine. Une génération de thrombine qui est plus importante, qui est due au fait qu'on a une exposition également de facteurs tissulaires. Et donc, la raison de la diminution des thromboses veineuses, le mécanisme physiopathologique est mal connu, en ayant l'hypothèse du feedback de la thrombine sur le facteur 11 ou l'activation éventuellement par ces fameux polyphosphates qui peuvent activer la voie contact. Et donc, en diminuant la voie contact, on diminue l'incidence de la thrombose veineuse. C'est la seule étude chez l'homme actuellement. Alors, pourquoi le facteur 12 et le facteur 11 seraient des bonnes cibles thérapeutiques? Alors parce qu'un déficit en facteur 12 n'est pas associé, comme on le disait, à une clinique hémorragique. Les déficits en facteur 11 ont des syndromes hémorragiques qui en général sont provoqués, qui concernent plutôt des tissus à activité fibrinolytique importante, comme la sphère ORL ou le tractus urogénital. Et donc, en tout cas, des syndromes hémorragiques qui sont peut-être plus modérés que les autres facteurs. Ce qui est décrit, c'est que l'élévation de ces facteurs, du moins celui du facteur 11, semble associé à une augmentation du risque de thrombose chez l'homme. Donc en fait, en ciblant ces facteurs, facteur 12 ou facteur 11, si on en diminue les taux, on devrait pouvoir agir sur la thrombose, puisqu'il semble avoir un rôle dans la thrombose, et on devrait pouvoir minorer le risque de saignement, puisqu'ils n'ont pas d'implication hémostatique majeure dans la coagulation, par opposition à les facteurs 2 ou le facteur 10 qui ont un rôle hémostatique majeur. Donc l'idée c'est d'avoir un potentiel thrombotique important, antithrombotique important, et d'avoir un risque de saignement qui est diminué. Donc ça pourrait en faire de bonnes cibles thérapeutiques, c'est pour ça que les équipes continuent à développer. Alors après, la question peut se poser entre le facteur 12 ou le facteur 11, lequel serait la meilleure cible et sur lequel doit-on se concentrer pour développer des stratégies thérapeutiques. Alors, le facteur 11, on a dit, a un rôle dans la thrombose qui, d'après les données épidémiologiques, est plus certain. Les essais thérapeutiques, on est un petit peu plus avancé avec un essai chez l'homme, contrairement au facteur 12, il semble prometteur. On peut se dire que quel est le rôle, même pour les deux, de ces facteurs dans des situations où le facteur tissulaire est très important. Donc ça limite un petit peu. Et le risque de saignement avec un anti-11 existe, mais en théorie moins que pour les anticoagulants actuels. En ce qui concerne le facteur 12, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas a priori de risque de saignement, puisqu'un déficit sévère en facteur 12 n'est pas associé à un saignement. Par contre, son rôle dans la thrombose est un peu plus incertain au regard des données épidémiologiques chez l'homme. Et par contre, il pourrait avoir un intérêt dans les contacts avec du sang, avec les surfaces artificielles, donc tout ce qui va être circulation extracorporelle, les hémodialyses, etc. Donc, d'après les données actuelles, le facteur 11 semble plus avancé et pourrait être la meilleure cible. Par contre, le risque hémorragique des anti-facteur 12 étant nul, c'est quand même assez tentant. Et puis, il sera intéressant pour ces situations en contact avec les surfaces artificielles. Donc, pourquoi pas chacun sa spécificité. Donc, en conclusion sur ces développements d'antithrombotiques,
on pourra avoir des antithrombotiques qui, par rapport aux antithrombotiques actuels, ont un risque de saignement diminué, voire inexistant. Ça peut être intéressant pour des patients qui ont déjà un risque de saignement important et pour lesquels on hésite parfois à utiliser telle ou telle classe d'anticoagulants. Ça peut être intéressant pour les patients en hémodialyse, où là on va avoir des contacts avec des surfaces inertes et artificielles. On a des problèmes d'activation de la coagulation dans ces circuits, et où par exemple la classe des médicaments comme les AOD sont contre-indiqués dû à l'insuffisance rénale. Et ça peut être intéressant dans toutes ces surfaces artificielles comme la circulation extracorporelle. Un autre point, c'est qu'en inhibant le système contact, on diminue l'inflammation, en diminuant cette génération de bradykinin. Donc on peut également diminuer un effet délétère de l'inflammation. Là actuellement, un essai qui est prometteur et qui donne envie d'en avoir d'autres. Mais il reste évidemment encore beaucoup d'interrogations. Avec des délais d'action qui seraient assez longs, donc intéressants dans des préventions chroniques de la thrombose. Par contre, est-ce que ces médicaments seraient intéressants en curatif? Est-ce que ce serait suffisant d'inhiber le système contact pour du curatif ou pas? Il pourrait permettre une prise moins fréquente, puisqu'on voyait une injection par semaine. Alors après, est-ce que c'est intéressant ou pas? Est-ce que ça peut diminuer l'observance une injection par semaine? Parce qu'après, c'est peut-être plus compliqué à suivre aussi. On connaît... il y a d'autres rôles du système contact sur le caillot de fibrine, sur la fibrinolyse. Donc on ne connaît pas les effets à long terme que peuvent avoir ces médicaments. Et bien évidemment, on a besoin de d'autres études supplémentaires. Donc c'est un chapitre qui est à suivre.